Merci d'être là. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est évidemment ce qui nous amène ici, c'est-à-dire ces données dont on parle tant, cette science des données, ces instruments que sont devenus l'algorithmique, que sont devenus les différents outils qu'on peut utiliser pour analyser les données. Mais au-delà, la question que ces développements posent, c'est-à-dire que si on est entré dans cette ère des données où les volumes de données... Ah, un petit peu, pardon. Ah, ça va être compliqué si... voilà. Bon. Je vous propose tout simplement de me laisser 30 secondes pour essayer de faire marcher ça. Pardon du coup de l'attente. Merci d'être là. Le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est donc cette idée que si on part on part du postulat qui nous rassemble ici, que les sciences des données sont un instrument à la fois extrêmement puissant pour l'entreprise, mais aussi pour toute organisation qui, générant des données, veut en extraire du sens. Si on se dit donc que les données nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure, la conséquence directe, c'est que l'ensemble des débats qui animent la société, finalement tout ce qu'on, de près ou de loin, on associe à la démocratie, à son fonctionnement, et finalement à des choix qui sont d'ordre quasiment politique, au sens noble du terme, non pas partisan, mais plutôt quelles sont les règles qui font qu'on peut vivre ensemble, sans s'entretuer et avec le plus d'harmonie possible. Comment est-ce que ces règles vont évoluer dans un âge où on a accès à des volumes toujours plus croissants de données, où la question de l'accès individuel, non seulement à ses propres données ou celles que l'on génère par ses actions, par son utilisation d'un site, d'objets connectés, de services, mais aussi finalement les données que collectivement nous générons peuvent être utiles à chacun. Comment donc est-ce qu'on fait des données un instrument pour changer le monde et pour résoudre, ou en tout cas essayer de développer des solutions aux grands problèmes auxquels on fait face? Alors c'est très théorique évidemment, mais le premier point à garder quand même à l'esprit, c'est que même si pour tous ceux qui sont data scientists ou tous ceux qui s'intéressent de près à la science des données, ce nouveau monde est assez, en tout cas prometteur et j'espère excitant, j'espère que ça vous plaît ce que vous faites, il pose néanmoins un certain nombre de questions qui sont d'autant plus complexes à résoudre que forcément elles touchent tout le monde. Tous les utilisateurs d'un réseau social qui génère des données, tous les utilisateurs d'un iPhone dont la trace GPS va servir à donner des services, mais pose aussi question sur leur vie privée, sur l'usage qui en est fait. Puisque ces questions touchent tout le monde, mais qu'elles sont par essence techniques et qu'elles du coup sont mieux appréhendées par ceux dont c'est le métier, elles posent la question de quels instruments, de quelle boussole est-ce qu'on dispose pour explorer ce nouveau monde. Monde dans lequel on est, malgré ce que beaucoup d'entre nous entendent trop souvent en voyant ce type de sujet conjugué au futur, déjà rentré très largement. Et un exemple de ce type de questions, vous avez sans doute déjà tous vu cette carte. Est-ce que quelqu'un parmi vous n'a pas vu cette carte? Ça sera plus simple comme question. Alors pour l'expliquer très simplement, ce n'est pas une carte du monde. Alors, je ne suis pas en train de jouer à Magritte. Ceci n'est pas une carte. J'aimerais bien. Évidemment, c'est une carte au sens où elle représente un certain nombre de phénomènes. Si vous deviez deviner de quoi il s'agit. Pardon ? Alors effectivement, on voit que tous les points où la population se regroupe sont particulièrement allumés. Ce qu'on voit peut-être moins bien de derrière, mais c'est que cette illumination correspond en fait à des relations, à des liens. Et on voit les traits bleus, notamment au-dessus de l'Atlantique, le lien entre l'Europe et les États-Unis est matérialisé très fortement. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une carte de réseau. Alors quand je pose la question, souvent on me dit « Ah, c'est sans doute les connexions Internet ». Mais enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de liens qu'il n'existe de câbles ou
ou de fibre. Ça ressemble beaucoup au transport aérien, effectivement, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Et le transport lui-même, d'ailleurs, n'est pas un réseau matériel, puisque c'est plutôt un réseau en tout cas de liaison. En fait, il s'agit... Alors, comment le présenter? On pourrait dire une carte du tendre, comme la fameuse carte des poètes du XVIe. Je préfère parler de carte de la paix dans le monde. Alors, c'est un peu grandiloquent, mais cette carte, elle représente chacun des traits que vous voyez. Il représente la force relative, l'importance relative des connexions entre deux villes sur un réseau social qu'on connaît tous, dont la couleur bleue, voilà, qui est Facebook. Alors ça peut paraître assez anecdotique, mais cette carte, je la trouve... D'abord, elle est belle. De la même manière qu'il y a eu tout un mouvement qui s'est lancé autour du Whole Earth Catalog, qui a donné lieu quelques années après à Internet, déclenché par la première photo entière de la Terre. La première Whole Earth Photograph, c'était la première fois qu'une sonde spatiale allait tellement loin qu'un même appareil photo pouvait capturer la Terre entière. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité quand même qu'on arrive à, sans être encore une fois grandiloquent, mais c'est la première fois qu'on arrive à mesurer le degré de proximité sociale entre des villes, entre des pays, entre des peuples, entre des régions, entre des continents. Et d'où cette idée de carte de la paix dans le monde, parce que ce qu'on matérialise ici, c'est tout simplement les échanges humains qui ont lieu entre les habitants de ces différentes villes. Alors pourquoi vous présenter cet exemple? D'abord parce que les sciences des données ont, je trouve, cet attrait incroyable parmi tous les secteurs d'activité dans lesquels des scientifiques, des ingénieurs peuvent trouver à se réaliser, qu'ils donnent à rendre visible l'invisible. On travaille à partir de monceaux d'informations qui en soi n'ont pas de sens. Et ce travail de produire du sens à partir de ce qu'on fait, je le trouve extrêmement intéressant. Et là, c'en est quand même une illustration visuelle extrêmement forte. L'autre aspect qui est intéressant et qui introduit la suite de mon propos, c'est que ce qu'on voit très clairement ici, c'est que les données effacent les frontières. Très largement. Vous ne voyez pas une seule frontière ici. On voit à la rigueur des différences entre les pays, des différences d'adoption, des différences de population. Mais il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières non plus entre, d'ailleurs, deux pôles qu'on tente à opposer dans le monde des données, qui sont les données privées, les données personnelles d'un côté, et puis les données publiques, ou en tout cas ces données de la multitude de l'autre. Parce que chacun de ces points, à l'origine, c'est un compte, c'est un utilisateur de Facebook. Et le nombre d'amis entre chaque utilisateur dans chaque ville et d'autres villes, ce sont des données agrégées certes, mais on part à l'origine de données personnelles. Et donc on voit bien que si les frontières entre les États s'effacent, derrière les usages du numérique, si les catégories juridiques, réglementaires, mais même d'approche de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire autour de données s'effacent aussi clairement, alors il faut qu'on redéfinisse ensemble quel est le point d'équilibre qu'on trouve dans un domaine qui est mouvant, qui est en pleine évolution, qui est en effervescence, entre des besoins aussi fondamentaux que d'un côté, être en sécurité, se sentir protégé, savoir que sa vie privée est respectée, et puis de l'autre, réaliser le potentiel de ces sciences des données. Et on parle beaucoup de risques, particulièrement chez nous en France. Donc moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est du potentiel de ces sciences des données pour résoudre certains des grands problèmes auxquels, alors, sans grandiloquence aucune, mais encore une fois, l'humanité fait face. On va parler d'algorithmes sans frontières. Alors, je ne sais pas si on est des volontaires pour être data scientists sans frontières, mais en tout cas, il y a un domaine dans lequel les sciences des données ont un impact déjà marqué, c'est celui de l'éducation. Alors, quand on pense éducation, on pense souvent voilà, une personne qui parle ou qui présente quelque chose à une audience, une relation qui est finalement d'abord limitée dans le temps, limitée dans l'espace, qui peut certes se répéter, mais enfin qui est par essence presque artisanale. Est-ce qu'on est vraiment rentré dans l'ère industrielle de l'accès à la connaissance? Ce n'est pas évident. Et pourtant, ce qui est le plus intéressant en ce moment dans le domaine de l'éducation, et ce qui en tout cas est peut-être le plus transformateur dans un avenir proche ou un peu plus lointain, c'est cette idée de cours en ligne massivement distribués, ces fameux MOOCs. Alors on nous rebat beaucoup les oreilles de MOOCs, effectivement, c'est très à la mode, beaucoup d'universités réfléchissent à ces modèles. Au premier abord, ça n'est finalement que le repackaging de cette idée que l'accès au numérique, c'est la démocratisation du savoir. Et tout ça, ce sont des cours, alors certes, qui sont mieux designés, qui sont mieux conçus, qui ont appris d'années d'expérience maintenant de développement de services en ligne, comment faire pour donner envie de continuer à suivre un cours. Mais moi, ce que je trouve fascinant derrière ce type de service et de développement, c'est qu'il ne s'agit pas tellement d'apprendre une matière, un sujet ou une connaissance donnée.
Il s'agit d'apprendre à apprendre. Ces MOOC, ce sont des expériences géantes de data science. Chaque interaction qu'on a avec la plateforme, chaque vidéo qu'on regarde, chaque QCM auquel on répond, est évidemment suivi, analysé, va permettre de développer des modèles, de faire de la recherche sur la façon dont on apprend le mieux. Et donc finalement, le plus important, ce n'est pas d'apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. Et c'est ça que les MOOC permettent de faire. Et c'est sans doute ça qui nous permet d'imaginer une véritable révolution en profondeur dans la façon dont on apprend, même d'ailleurs hors ligne, puisque les résultats qui seront obtenus ici, j'espère qu'on pourra en tirer profit pour que l'école et que l'université soient meilleures demain. Le développement durable ensuite, et ces merveilles de la nature qui nous entourent, c'est d'une certaine manière l'opposé polaire du monde du numérique, de la donnée, de l'immatériel. Hein, ce sont des grands cycles au niveau de la Terre, ce sont les cycles du carbone, de l'azote, ce sont tous les problèmes océaniques, de réchauffement climatique qu'on connaît. Mais la science des données et l'application d'algorithmes prédictifs, aujourd'hui, c'est sans doute un des leviers les plus prometteurs pour décarboner notre économie. Être capable de mieux prédire des flux, des stocks, être capable de réduire l'emprise sur les routes, par exemple, des voitures, parce qu'on aura des véhicules autonomes qui auront su développer à terme des logiciels de conduite sans conducteur, c'est une façon d'émettre moins d'émissions, de dépenser moins d'énergie et donc d'atteindre une forme de développement plus durable. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on sait qu'on est déjà depuis l'an dernier maintenant la moitié de l'humanité à vivre dans des villes, à se concentrer dans des zones urbaines de plus en plus étendues et dans lesquelles forcément les échanges d'un point A à un point B sont de plus en plus difficiles, générateurs d'émissions, de temps perdu dans les transports. La prédiction d'itinéraires et l'apprentissage statistique, c'est évidemment quelque chose qu'on peut utiliser pour faire en sorte que les villes montent à l'échelle de manière plus efficace. Au-delà de ces problèmes urbains, l'énorme intérêt de l'application de sciences des données à notre modèle industriel, c'est aussi la capacité à développer des expériences qui soient personnalisées. Et je vois un lien très fort entre le développement d'un côté de modèles prédictifs à partir de données qui sont aujourd'hui mesurées, qu'on ne pouvait tout simplement pas imaginer, ne serait-ce qu'il y a quelques années, à travers les montres connectées, à travers les bracelets qui vont compter nos nombres de pas, à travers les capteurs qui vont nous donner, par exemple, notre niveau de sucre. Imaginez si nos montres connectées, demain, nous donnaient à tous notre niveau de sucre ou d'insuline au fur et à mesure de la journée. Alors, je ne dis pas que l'Apple Watch va résoudre le problème du diabète dans le monde. Mais enfin, si on était capable d'avoir un retour direct sur l'impact sur notre santé de notre comportement, on pourrait imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services qui donneraient beaucoup plus de sens à ce marché des objets connectés, à ces nouveaux développements industriels qu'on voit émerger. Et ça, c'est sans doute le problème et la question majeure grâce auquel en tout cas que les données doivent permettre de mieux comprendre. C'est le problème de la santé. Et c'est tout un spectre de problèmes extrêmement difficiles. C'est les questions individuelles, diagnostic, d'apprentissage, mais c'est aussi la question du modèle même de notre système de santé. Est-ce qu'à partir de données de suivi, justement, de paramètres biologiques, de paramètres d'activité liés à ces objets connectés qu'on porte déjà d'ailleurs sur soi, on ne peut pas imaginer un système de santé qui soit basé sur la prévention plutôt que sur le fait de réagir après coup. Est-ce qu'on n'est pas capable potentiellement d'éviter de tomber malade? Alors évidemment, c'est toujours un rêve qu'on poursuit depuis des années, mais on voit bien que ces outils et que la conjonction de ces différents phénomènes vont dans ce sens-là. Et puis alors j'ouvre la boîte de Pandore dont finalement on parle si peu, mais qui est pour moi la question majeure en termes de politique des données, si vous voulez. C'est la question du génome. Le chiffre à retenir, si vous ne retenez qu'une chose de cette présentation, c'est que tous les 5 mois, le coût du séquençage de l'ADN est divisé par 2. Alors ça paraît anodin comme ça, mais 5 mois c'est très court, c'est très très court. Si on extrapole sur quelques années, aujourd'hui on est autour de $1000 pour un séquençage de génome complet. À l'horizon 5 ans, ça veut dire que tout le monde pourra potentiellement avoir accès à ces données génétiques, dans leur diversité, dans leur complexité, avec leur expression, avec leur mutation. Et alors tout ça, ça pose des questions qui sont d'abord très pragmatiques de est-ce que notre système de santé est prêt pour ça? Est-ce que les médecins sont prêts à voir des consommateurs venir leur dire écoutez, moi je suis porteur de tel gène, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois courir plus? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois expliquer ça? On n'est pas formé pour ça. Et puis en même temps, c'est une opportunité incroyable de faire en sorte de personnaliser le suivi et le traitement qu'on reçoit
à finalement ce qui est l'élément constitutif de notre identité propre, c'est-à-dire ce génome qu'on porte en soi. Et puis ça pose des questions beaucoup plus difficiles qui sont des questions éminemment politiques. Typiquement, dois-je avoir accès, dois-je avoir le droit d'avoir accès à mon génome? Ou au contraire, est-ce qu'on considère que puisqu'un patrimoine génétique, c'est aussi 50% du patrimoine génétique de ses proches parents, la société a un droit de regard à avoir sur ce type d'échange? Plus prosaïquement, est-ce que mon assureur a le droit d'avoir accès à mon génome? Alors évidemment, ça peut faire bondir tout le monde. Mais il n'empêche que pour une partie et sans doute une moitié de la population, ce serait une source d'économie. Alors qu'est-ce qu'on va faire le jour où on aura des gens qui diront, écoutez, moi j'aimerais avoir, j'ai la chance d'être porteur d'un génome qui est peut-être moins coûteux à long terme en termes de probabilité ou d'espérance de développement de pathologie. Je voudrais pouvoir en profiter et le donner à mon assureur. Quelles sont les règles que collectivement on veut fixer? Et ça, ce sont des problèmes qui non seulement sont extrêmement complexes, mais les solutions, ou en tout cas les ébauches de solutions qu'on veut pouvoir y apporter vont dépendre de la culture, vont dépendre de même la philosophie et la conception de la vie, de l'État, du vivre ensemble qu'on peut avoir dans des pays aussi différents que, ne serait-ce déjà que les pays européens, que les États-Unis, que la Chine. Un autre chiffre à garder à l'esprit, c'est que le plus grand acheteur aujourd'hui de machines de séquençage génétique s'appelle le Beijing Genomics Institute. Ils ont investi dans près d'1 milliard d'euros de capacité de séquençage. Et leur dernière grande expérience en date qui a fait beaucoup parler d'eux, c'est une belle expérience de data science d'ailleurs, c'est une étude d'association où on va traiter différents groupes de patients pour essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques génétiques des uns et des autres. En l'occurrence, ils ont testé 2 groupes de patients, des gens qui avaient un quotient intellectuel normal, moyen, on va dire, vous voyez, je veux en venir, et puis un groupe de personnes qui avaient un QI au-delà de 140. Donc aujourd'hui, on séquence en Chine des personnes pour participer à une expérience qui est quand même littéralement de l'eugénisme, ou en tout cas qui ouvre la porte à l'eugénisme. Donc ça pose des questions qui sont extrêmement complexes. Alors, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais ce que je peux en dire, c'est que si les données ouvrent tellement le potentiel d'expérimentation, de recherche, de développement de nouveaux modèles, avec les risques et les potentiels qui y sont associés, alors ils deviennent un sujet politique et un sujet, encore une fois, dont il faut se saisir collectivement. Et alors s'il y a bien quelqu'un, ou en tout cas un groupe de personnes passionnés par le sujet, qui en comprennent les tenants et les aboutissants, qui sont capables aussi de comprendre les limites des modèles statistiques, et qui sont donc capables d'éclairer le débat public sur ces questions, ce sont bien les data scientists. Et donc si vous avez un rôle à jouer, c'est celui-là. Et alors tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que si l'information est le pouvoir, alors il faut prendre l'information, et c'est pour ça, et d'ailleurs je salue au passage mon ancien collègue Daniel Ratier qui nous fait le plaisir d'assister à cette présentation, puisqu'il fait partie aujourd'hui de tous ceux qui ont la mission étalable, donc on a la lourde tâche de participer à ouvrir les données publiques de l'État. Je ne peux que vous encourager, data scientists, développeurs, innovateurs, entrepreneurs, à vous saisir de ces données publiques qui sont mises à disposition, parce que c'est en analysant ces données, c'est en construisant de nouveaux services à partir de ces sources d'informations qu'on pourra résoudre une partie de ces problèmes que j'ai évoqués. Et puis je vous laisserai sur trois premières pistes de réflexion et d'ébauche sur ce qui pourrait devenir en tout cas les principes autour desquels on pourrait mieux réguler ces données et baser une data politique, si on peut l'appeler comme ça. La première, c'est que la transparence et les libertés vont absolument dans le même sens. On oppose toujours la protection des données personnelles et la transparence soit de l'État, soit de grandes organisations, en se disant attention, on ne peut pas partager ce genre de choses, ce sont des données personnelles. Si on bride l'accès à l'information publique dans ce pays, et que par conséquent on bride le développement d'un certain nombre de modèles, si on interdit de travailler autour du génome parce qu'il y a cette peur qu'on pourrait observer des dérives, et que par conséquent on s'interdit de développer des startups en France, en Europe, qui génèrent le nouveau type de service qu'on peut imaginer autour du génome, alors demain, quand de nouveaux géants se seront développés et qui sont partis de Silicon Valley ou de Pékin, on pourra toujours pleurer pour établir notre modèle et dire on va faire les choses différemment. On a besoin de développer une force industrielle dans ce domaine pour être capable d'avoir voix au chapitre sur ce type de décision. La conséquence directe de tout ça, c'est que la régulation ne peut pas s'opposer à l'innovation. On ne peut pas bloquer a priori de nouvelles initiatives parce que ça serait différent, parce que ce ne serait pas la même chose qu'avant, parce que si on ne se laisse pas la chance d'expérimenter un certain nombre de nouveaux modèles, alors on passera complètement à côté de la possibilité de tout simplement devenir les gagnants de ces nouveaux marchés. Et donc on passera à côté de la possibilité d'imposer, ou en tout cas de se permettre,
d'utiliser nos propres modèles et de tout simplement poser des règles autour de ces données qui correspondent à nos valeurs. Et puis le dernier point, et ça je suis sûr que vous en êtes déjà convaincu puisque vous travaillez à partir des données, c'est qu'aujourd'hui il faut arrêter de réfléchir en pyramide et il faut commencer à travailler en réseau. Et quand je parle de réseau par rapport aux pyramides, j'ai à l'idée et j'ai à l'esprit ces nouveaux modèles qui dépassent largement ce qu'on entendait autrefois comme étant le nec plus ultra de l'organisation administrative, très pyramidale, très inspirée de l'administration de l'Empire romain il y a quelques millénaires, pour aller vers des modèles plus proches de ce que fait par exemple avec brio ce réseau qui est OpenStreetMap. On peut tous être acteurs d'une infrastructure publique qui nous dépasse. On ne devrait pas se contenter d'être finalement de payer ses impôts et puis d'attendre des services publics qu'ils tournent pour nous avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui et les contraintes budgétaires qu'on connaît malheureusement trop bien. On peut être acteur d'un nouveau type d'infrastructure comme un OpenStreetMap, comme un Wikipédia, comme tous ces modèles qui permettent à des individus, en capturant des données, en collectant des données et en les mettant à disposition finalement de chacun, de profiter de cette interconnectivité qu'on voyait avec l'image de la carte du monde et d'en faire un levier pour résoudre l'ensemble de ces différents problèmes. Donc voilà, Data Scientist, vous avez les outils pour donner du sens à ces données, pour résoudre ces différents problèmes. Donc moi, je vous encourage à changer le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain pour cette intervention extrêmement inspirante. Alors on a peut-être 2 minutes, il y a 1 ou 2 questions dans la salle. Oui, pardon. Oui, je suis désolé. Merci de me le rappeler. Effectivement, les premières minutes de l'intervention étaient un peu compliquées avec l'écran, donc je ne me suis pas présenté, pardon. J'ai participé jusqu'à relativement récemment, jusqu'à mai dernier, à la création de la mission État Lab, qui est donc chargée au sein de l'État, aujourd'hui au secrétariat général à la modernisation de l'action publique, de coordonner tout simplement le fait que les différents ministères, les différentes agences publiques mettent à disposition leurs données. Donc très simplement, on construit une plateforme web qui s'appelle data.gouv.fr, puis on travaille avec tous les agents publics qui veulent bien nous faire l'amitié de travailler avec nous et qui ont des données qui peuvent être intéressantes pour les rendre disponibles et les rendre accessibles à chacun. Et puis j'ai eu la chance de faire ça pendant près de 3 ans et je suis maintenant revenu à mes amours premières puisque je suis ingénieur de formation à l'origine et puis j'avais monté une première société dans le domaine du mobile en Silicon Valley et je travaille aujourd'hui à construire des objets connectés pour essayer de résoudre un certain nombre des problèmes dont je vous ai parlé. Merci beaucoup Romain, tu restes un peu si jamais quelques personnes veulent te poser encore des questions. Est-ce que je peux vous faire la proposition malhonnête de me retrouver au bar? Bon, allez, une dernière question. Oui. Et donc, un des thèmes des fractures de la France, c'était le décrochage technologique d'une partie de la population. Comment est-ce que vous voyez cette difficulté-là aujourd'hui? Et si oui, comment le big data peut-il aider ces gens-là à raconter le travail? Peut-il subir les systèmes modernes? Je pense qu'on pourrait, c'est le sujet d'une autre intervention. On pourrait en parler sous plein d'angles différents, différents aspects, mais un point qui me paraît particulièrement intéressant dans le domaine des sciences des données, c'est que tout ce qui touche à l'apprentissage statistique, tout ce qui touche au modèle prédictif, permet de rendre les choses beaucoup plus simples. Et donc on a cette chance avec les sciences des données de pouvoir participer à rendre la technologie plus simple et tout simplement à améliorer la vie des gens. Et je pense qu'une partie du problème du décrochage technologique, entre guillemets, c'est le fait que la technologie avançant toujours plus vite, elle est perçue comme extrêmement complexe. Et c'est vrai que si on regarde, du coup je parle pour ce que j'ai fait ces dernières années, la qualité de nos services publics en ligne, certains sont extrêmement bien faits, certains tournent à toute épreuve, le site des impôts ne crache pas lorsqu'il faut bizarrement faire ses déclarations. Mais on a encore énormément à faire pour simplifier les choses. Et je pense que du point de vue des data scientists, simplifier les technologies, simplifier les applications et les rendre finalement plus humaines, c'est un des leviers qu'on peut mettre en place pour mieux répondre à ce défi.